bonjour et bienvenue pour un vendredi 14h en grande partie consacré à l'un des plus grands cinéastes de l'histoire, le Suédois Ingmar Bergman, qui aurait eu 100 ans cette année. La France lui rend hommage avec une rétrospective à la Cinémathèque, la sortie d'un documentaire bouleversant, une année dans la vie d'Ingmar Bergman, dont nous parlerons avec sa réalisatrice ici, et la sortie d'un coffret édité par Studio Canal qui rend hommage au grand réalisateur suédois. Bergman, on en parle dans un instant avec nos trois invités, la scénariste et réalisatrice Jane Magnusson. Bonjour, welcome here, merci d'être des nôtres. Le scénariste et réalisateur Nicolas Sada. Bonjour et merci. Le producteur et réalisateur, entre autres activités, parce que sinon ce serait trop long, Nguyen Trong Binh. Bonjour et merci d'être des nôtres. Au sommaire de cette émission également, un entretien exclusif avec la réalisatrice kenyane Wanuri Kayu pour Rafiki. Son film a été sélectionné à Cannes en mai dernier. Il a illuminé la sélection Un certain regard. Il est en salle en France, mais interdit dans son pays. Sans oublier notre rendez-vous hebdomadaire avec Stéphane Charby, qui viendra nous parler du film de la semaine, le filmcinéma.com, qui s'appelle Housewife, et la story de la semaine, signée Alexandre Simard. Ingmar Bergman, cinéaste le plus récompensé au monde, inspirateur d'autres grands cinéastes. Bergman, la star mondiale. Bergman, l'artiste génial, mais aussi Bergman, le tyran. On le verra avec nos invités après ce rapide tour de son ultra foisonnante carrière. C'est le 60 secondes chrono d'Anne Le Boulch. 2018 célèbre le centenaire d'Ingmar Bergman. Le cinéaste suédois, à l'honneur sur tous les continents et l'objet d'une rétrospective à la Cinémathèque française, est toujours considéré comme le plus grand et le plus influent. Kubrick s'est inspiré des délires infanticides de L'Heure du Loup pour Shining, Wes Craven du pitch de La Source pour La Dernière Maison sur la gauche, David Lynch des troubles identitaires des héroïnes de Persona pour celle de Mulholland Drive. Le personnage de la mort, héros du 7e saut, s'invite dans Last Action Hero de John McTiernan et Guerre et Amour de Woody Allen. Le jeune Antoine Doinel vole des photos de Monica au cinéma de son quartier dans Les 400 coups, hommage de Truffaut à son maître absolu. Bergman, c'est une carrière cinématographique sans précédent, riche de 40 films, dont un nombre incalculable de chefs-d'œuvre. C'est aussi l'homme le plus récompensé de l'histoire et le seul réalisateur à avoir obtenu une Palme des Palmes pour l'ensemble de sa carrière en 1998. 20 ans après, celui qui disait souffrir des affres de la création mais qui a érigé son cinéma de l'intime au panthéon du 7e art, celui dont le passé trouble et la réputation sulfureuse n'ont jamais entaché le mythe, continue d'inspirer des générations de réalisateurs. Y a-t-il plus grand qu'Ingmar Bergman ? On pose la question à nos invités. Jane Magnusson, scénariste et réalisatrice, déjà auteure d'une série de 2 documentaires sur Ingmar Bergman. Vous nous revenez avec le bouleversant Bergman, Une année dans une vie. Cette année, c'est l'année 1957. It was a very special year for Bergman, une année très spéciale pour Bergman. Pourquoi ça ? Pourquoi cette année était si importante pour lui, en dehors du fait qu'il a produit beaucoup de films cette année-là, et pas seulement ? Well, 1957 is an amazing year because first the Seventh Seal comes out in February. It has its premiere, and before the year is over, he's written, recorded, edited, and he releases Wild Strawberries, which are 2 masterpieces. And when I noticed that this happens in one single year, I thought this is something interesting. This is something to make a movie about. Someone should do that, and nobody in Sweden wanted to make more Bergman movies. So when I was asked to make the Centennial movie, I said yes, if I can make it about 57. Because the interesting thing with Bergman at that time is he isn't really the big Ingmar Bergman yet. He's had one success in Cannes with Smiles of a Summer Night. And he has this chance to become that big, huge icon that he dreams about becoming. And so he doesn't really say no to anything that year. You know, he gets all these offers to do films and theater productions and radio productions and his first television production. And then, you know, someone else would probably say no to most of these things. But Bergman says yes. And en route in this one year, he discovers that if I'm going to become this great Ingmar Bergman, I have to make films about myself. Yes. And things that I know about myself. Yes. And whenever he does that, his films are fantastic. But when he leaves that sphere, which he often does, the films aren't that great, I think. Let's see the trailer. On va regarder la bande-annonce ensemble and we keep talking about it after. Thank you. This is Ingmar Bergman, the world's most iconic film director. The year is 1957, and Bergman is on fire.
He's got 6 gigantic productions opening this year. He's only 38 years old, but has 6 children with 3 different women. This year, he makes his greatest artistic discovery. If his films are to be great, they have to be about him. Om jag ska datera någonting så daterar jag efter filmer och iscensättningar. Han hämtar väl hela tiden inspiration från sitt eget liv och klädde ut sig själv i alla olika roller. Han hade ju ständigt ont i magen. Han hade ständigt ångest för att det inte skulle vara bra nog. Har jag gjort en film så är den ur världen. Har jag gjort en pjäs på teater så är det också ur världen. Men det är ju helt omöjligt att förstå hur han kunde klara en sådan enorm arbetsbörda. Tysta! Det var bara när han visste att han var Ingmar Bergman att han hade regler. Jag måste spisa frukost alene, för jag ska skapa. Han hade ju sina Mariekex. I got restless legs. You get that too? He said, I will never mislead you. Han betyder sindssygt meget for mig. Det dumme svin. Jeg elsker ham jo, selvfølgelig. Bergman's tempo is unfathomable. The works are masterpieces. And it all begins in 1957. Jane Magnusson, le Bergman que vous décrivez en fait dans ce film est vraiment et tout sauf sympathique. C'est quelqu'un d'assez désagréable, voire plus, qui peut dire par exemple tranquillement mais je ne sais pas du tout à quelle date sont nés mes enfants, et qui a tout sacrifié, singulièrement à partir de l'année 57, qui a tout sacrifié, tout et tout le monde finalement, à son art. Well, I think in order to do all that he did in 1957, you have to sacrifice everything. And but then he pretty much sacrifices everything for the rest of his life, which I don't know if you have to do that. He apparently did. But the thing is, what I like about Bergman, apart from him being the greatest filmmaker there ever was, is that he's the one who's always critical of himself. He's the one saying, I don't know when my children are born. You know, I was unfaithful. I thought Hitler was a good idea. He's always incredibly honest with all his shortcomings. And I mean, most of us are not perfect people, but we try to hide those issues. But Bergman, he's out there wanting to talk about, you know, the terrible things he does. And everyone in Sweden is always like, no, don't talk about that, don't talk about that. But Ingmar Bergman wanted to talk about these things. And I think that's what makes his film so great. Nicolas et Bin, vous avez vu tous les deux le documentaire. Est-ce que vous y avez retrouvé le Bergman que vous connaissez, Nicolas Sada? J'avais lu L'Intérêt Magica, son biographie. J'avais lu des livres dont il était aussi partiellement l'auteur, comme Image. Évidemment, il y a les zones d'ombre dont parle le documentaire, mais je crois que par définition, les grands artistes ne sont pas forcément tous sympathiques. Et que même s'il y a effectivement des révélations dans ce film, il y a aussi la confirmation de tout ce qu'on sait et de ce qu'on aime chez Bergman. À savoir que c'est beaucoup plus que ce cinéaste froid et inaccessible que les gens fantasment. C'est un cinéaste du plaisir, c'est un cinéaste de l'amour, c'est un cinéaste des corps. Et c'est pour ça qu'il reste encore aujourd'hui universel et aussi inspirant, je trouve. C'est un cinéaste qui continue de vous inspirer? Moi, il m'a tiré d'affaire, même. Bergman m'a tiré d'affaire sur mon premier film, Espion. J'étais dans un décor qui était absolument impossible à filmer. C'est une scène très importante où le mari soupçonne, Géraldine Pellas, son mari la soupçonne de le tromper. Et il y avait toute une mise en place très compliquée, le décor n'allait pas. Et d'un seul coup, je me suis dit, bon, Jeu d'été. Le film de Bergman s'appelle Jeu d'été. Au tout début, il y a une discussion entre l'héroïne, qui est une ballerine, qui se maquille, et son amant. Et les deux sont en réflexion sur un miroir. Et les deux discutent. Et je me suis dit, voilà, apportez-moi une coiffeuse, oublions le décor, on va faire le plan dans le miroir. Et je pense que si j'avais pas eu un souvenir comme ça de ce film de Bergman qui était revenu, on aurait perdu toute l'après-midi. Et effectivement, il y a des moments où la simplicité des idées de Bergman, cette manière très directe qu'il a de raconter les choses, pour un cinéaste, c'est plus qu'inspirant, c'est carrément très pratique, quoi. Il y a quelque chose de pratique dans le cinéma de Bergman, d'incarné, de direct que j'adore. Voilà. Nguyen Tran Binh, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le cinéma, dont en 1993 Ingmar Bergman, Le Magicien du Nord, c'est à la collection Découverte chez Gallimard. Là aussi, vous avez retrouvé votre Bergman tel que vous le connaissiez. J'y ai retrouvé, mais j'ai retrouvé aussi ses contradictions. Parce que Bergman, vous disiez qu'il était direct, c'est vrai, mais il était direct aussi dans la dissimulation. Rien n'est simple chez lui.
Et vous dites, il a sacrifié sa vie, ses femmes, ses enfants, à sa carrière, mais c'est pas que ça, en fait. C'est qu'il s'en nourrissait, c'est quelqu'un qui vivait aussi à 100 à l'heure, tout ce qu'il vivait, même les choses négatives, même ses maladies. À un moment, il se disait, mais si j'arrivais à mettre ça dans un film, si mon personnage pouvait vivre ça aussi. Il y avait sans cesse un va-et-vient qui fait que... alors, c'est masqué ou c'est enrobé par le génie d'un metteur en scène visionnaire. Mais ce qui est passionnant dans ce documentaire, c'est de voir les racines profondes de ce qu'il révélait ou ce qu'il retransformait à travers ses films. Par exemple, moi, ce que j'ai adoré, notamment dans ce documentaire, c'était les rapports de Bergman avec son frère. Oui. Dans ses soi-disant mémoires, Bergman dit qu'il a toujours été un souffre-douleur, un enfant qui est châtiment corporel, et que son frère, c'était le chouchou, etc. Et on apprend, par des témoignages qui ont l'air vraiment dignes de foi, qu'en fait, c'était l'inverse. C'est Bergman qui était le chouchou, et c'est son frère qui était brimé en permanence. Et il y a une chose absolument bouleversante qui est une interview du frère qui est handicapé dans une maison de retraite, dans une interview en plus que Bergman avait censuré pendant longtemps. Oui, il avait interdit que ce soit diffusé. Et on s'aperçoit... Alors, je rattache à l'œuvre de Bergman. Ensuite, il y a un commentateur de l'œuvre qui dit « Et si ça se trouve, dans Fanny et Alexandre, eh bien, Bergman, Ingmar, ça n'est pas Alexandre, c'est Fanny. C'est Fanny, c'est la petite qui regarde tout, qui ne dit pas grand-chose. Et puis, celui qui se fait flageller, etc., eh ben, c'est le frère. Et c'est ce genre de choses qu'il est intéressant de... C'est ce témoin silencieux, finalement, des mauvais traitements infligés à son frère par un père très rigoriste. C'est peut-être ça aussi qui est très intéressant dans votre film, Jane Magnusson, c'est la façon dont vous montrez à quel point il y a un lien très fort entre l'homme tel qu'il était et l'artiste tel qu'il montrait, tel qu'il mettait en scène sa propre vie. On a l'impression que tout ce qui arrivait dans la vie de Bergman se retrouvait dans les films, dans les pièces de Bergman. Tout était lié en permanence. Well, I think the autobiographical nature of Bergman's films, for me, that was a big revelation. I think if you're a Bergman scholar and you've studied him all your life, then you're like, oh, well, that's old news. But to me, it was something completely new. I mean, most artists do create stuff out of their life, but how incredibly close his films are to his life was, for me, just really very new. And also how, say Persona is the most analyzed film that he has, and he's never really explained what it's about. But then we found in Swedish National Television's archives this interview where he just explains it, which is in the film. And you're like, it's about you. Persona is about you too. So it's always about him when it's good. Alors, vous parliez de Persona, on va en voir la bande-annonce dans un instant. Persona, l'un de vos films préférés de Bergman à tous les deux. Oui, j'aurais pu en citer d'autres. J'aurais pu citer Le 7e saut, Fanny et Alexandre, L'attente des femmes, qui est un film sublime, qui est une comédie, on dirait un film de Mankiewicz. Mais Persona est celui qui vient tout de suite à l'esprit parce que... Les fraises sauvages aussi. Oui, les fraises sauvages. Mais dans Persona, quelque chose se passe. On a l'impression que Bergman nous dit le cinéma, c'est ça et rien d'autre. Et le film, d'un seul coup, nous pétrifie, quoi. Esthétiquement, c'est un moment très marquant de l'histoire du cinéma. C'est l'un des films les plus forts et les plus audacieux qu'il ait fait. Et en même temps, ce qui est rare, l'un de ses films les plus émouvants. C'est-à-dire avec un drame qui se noue entre ces deux femmes. Et on arrive à y trouver des résonances personnelles autant qu'on est. En plus, évidemment, pour un cinéaste ou pour un critique de cinéma, c'est un film essentiel parce que c'est un film sur le cinéma. Et qui nous apprend aussi que le cinéma peut sans cesse se réinventer, qu'on pensait avoir atteint le sommet avec Le 7e saut, et puis qu'on remet tout sur le tapis et qu'on fait Persona. Donc oui, c'est un film fondateur pour notre génération, je pense. Alors on regarde la scène d'ouverture de Persona d'Ingmar Bergman.
Jane Magnuson, c'est incroyablement audacieux, cette ouverture de film, pour l'époque. Yeah, it's completely unique. It's like punk or something. And it also doesn't really make you want to see the film, I think. This reminds me, I think the closest, the horror film The Ring, the videotape, what's on it, that's that. They must have seen this and said, yeah, we'll just make it a little worse and put that on there. It's poetry. C'est la première fois, je crois, qu'un portrait aussi complet du maître est fait. Est-ce que c'était possible, c'était facile pour vous? Parce qu'on a la sensation qu'en Suède comme ailleurs, il est inimaginable d'ébrécher la statue et de dire du mal de Bergman. Well, I think all the portraits that have been done about Bergman, and they're all really fantastic and great, but they're all just about the wonderful, wonderful artist he is. And I'm more interested in the truth. And I don't think talking about his negative sides makes Persona a lesser movie. I think it becomes even more interesting if I know something about the man behind it. Then we can talk about the death of the author, and you shouldn't look at what the life of the director is. But I think it's interesting because I admire Bergman so much. I think also Bergman, it's not all his fault. The kind of monument that is built around him in Sweden, where he can treat people any way he wants, and this is in the 90s, he can treat people any way he wants. He still gets, the Royal Theatre. He still gets these huge film budgets. Nobody stops him. And I think, any one of us, if we behaved like children and just wanted anything we wanted, we were given it, we'd become kind of bad people too. Moi, ce qui me fascine chez Bergman, c'est la fragilité du personnage. Il y a un document, à la fin de sa vie, il a laissé son assistant sur Sarabande le filmer. Et donc, l'assistant le filme tout le temps. Et donc là, c'est Bergman vraiment au crépuscule de sa vie. Fin, oui. Et à un moment donné, il dit à l'assistant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde discute? Et je ne vais pas vous dire. Il dit à l'assistant, mais dites-moi. Ah, je crois qu'il y a un problème avec la caméra, parce que c'est un film tourné en numérique, c'est un des premiers films tournés vraiment avec du matériel numérique de très très haut niveau. Il dit, voilà, apparemment, les caméras marchent mal, il y a un problème sur la lumière, sur l'obturateur. Enfin, il n'y a pas d'obturateur sur une caméra vidéo, mais il y a un problème, en tout cas technique, sur la caméra. Et il dit comme ça à son assistant qui regarde, parce qu'il regarde la caméra, il dit, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Et l'assistant lui dit, mais parce que je voulais vous protéger, maître Bergman, je ne voulais pas vous angoisser avec cette... Mais vous ne me protégez pas, au contraire, vous m'affaiblissez en ne me donnant pas l'information. Et je trouve que c'est tout Bergman est dans cet échange, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait besoin de ses faiblesses et besoin du chaos pour être l'artiste qu'il est devenu. Et finalement, on parle du cinéma comme un 7e art, et quand on voit les films de Bergman, c'est pas le 7e art, le cinéma. Le cinéma s'inscrit dans l'histoire des arts. C'est un immense artiste. Quand on voit ces images de Persona, on voit à quel point il a inspiré aussi bien David Lynch que le clip, que tout ce qui se passe dans l'art contemporain aujourd'hui. Je veux dire, on ne pourrait pas mettre sur le marché Persona. Si Persona devenait une œuvre unique et qu'on le mettait sur le marché de l'art contemporain, personne ne pourrait se l'offrir. Parce que c'est une œuvre absolument incroyable. Incroyable. Et encore aujourd'hui, elle est incroyable et inouïe. Voilà. On a tous envie de le revoir, en fait. Nguyen Trong Minh, le mot de la fin peut-être avec vous. Moi, en voyant ce documentaire de Jane Magnuson, j'ai eu la sensation, finalement, à la fin, at the end of the day, comme disent les Américains, on l'aime quand même, ce Bergman, même s'il est atroce, même s'il est odieux, même s'il a pu commettre des actes dont on ne sait pas exactement s'ils ont eu lieu ou pas, mais s'ils avaient eu lieu, qui pourraient avoir été très graves, eh bien, on continue quand même d'aimer l'homme et l'artiste. Ce qui est compliqué avec Bergman, c'est qu'on ne l'aime pas malgré, on l'aime
avec, et parfois on l'aime à cause. Donc, c'est-à-dire que à un moment donné, Bergman était tellement angoissé qu'il était à 2 doigts de dire oui à une thérapie par le cri primal. Et le thérapeute lui avait expliqué qu'il pourrait peut-être le guérir de ses angoisses, mais que peut-être ça le rendrait moins créatif. Et Bergman a mis fin tout de suite à la thérapie. Donc voilà, c'est lui. S'il n'avait pas ces contradictions-là, eh bien, je pense qu'il n'aurait peut-être pas pu produire ce cinéma-là. Un mot rapide de Thanksgiving, Nicolas Sada, la série à voir sur Arte, très bientôt. J'ai pas encore de date, mais c'est prochainement sur Arte. Et c'est vrai que en plus, c'est amusant d'en parler ici. L'idée de départ avec la co-scénariste Anne Mistrividic, qui a travaillé entre autres avec Patrice Chéreau et beaucoup d'autres cinéastes, et le producteur Claude Chény, qui est un peu l'initiateur de ce projet, c'était de faire une série contemporaine autour du couple et de l'espionnage. Et moi, tout de suite, j'ai pensé à une des meilleures séries de l'histoire de la télévision, qui est Scène de la vie conjugale de Bergman. Et donc, je me suis dit, voilà, on va essayer de faire Scène de la vie conjugale, revue et corrigée par John le Carré. Alors, je ne sais pas si c'est ça à l'arrivée, mais en tout cas, c'était une des inspirations. Une des idées. On en regarde quelques images. I've never seen my life from an American or now a French. My family's my country. On est un couple assez banal. I don't know too many ordinary people. Your husband's company suffered a cyber attack. We mustn't let this interfere with what we've been putting in place with you for a year now. I'm gonna ask questions about my family. Tell them what they want to hear. Nous avons besoin de savoir ce que les services de renseignement américains fabriquent en ce moment à Paris. Tu n'as rien à me dire? Voilà, à voir sur Arte très bientôt. Un mot rapide aussi de comédie musicale La joie de vivre au cinéma, qui débute à la Philharmonie de Paris le 19 octobre. Et c'est une exposition sur la comédie musicale américaine ou française, de tous les pays, qui a peut-être un lien avec Bergman, puisque Bergman avait projeté de faire une version de La Veuve joyeuse au cinéma avec Barbra Streisand. Et oui, Barbra Streisand qui intervient dans votre documentaire, tout à fait. Ben voilà, on est tous sous le signe de Bergman. Tout est lié dans le cinéma sous le signe de Bergman, parce que j'ajoute d'un mot encore que vous êtes aussi spécialiste de la musique au cinéma et des comédies musicales. C'est pour ça que vous êtes à l'origine de cette grande exposition à la Philharmonie de Paris. Vous restez avec nous. C'est l'heure du film de la semaine d'Icinéma.com. On en parle avec Stéphane Charby. Tout de suite, le film s'appelle Housewife. Regardez la bande-annonce. Bonjour Stéphane. Bonjour Audrey, bonjour à vous. Vous vous êtes régalé, non, en nous écoutant? Parce que Bergman, ça vous parle. Oh là là, quel bonheur. Le film de la semaine, malheureusement, il est très très loin de Bergman. Il y a peut-être une chose en commun, ce sont les femmes. Est-ce que vous aimez avoir peur au cinéma? Est-ce que vous vous accrochez à votre accoudoir? Ouais, j'ai passé l'âge, mais bon. Moi, j'adore. Bon, en tous les cas, pour ceux qui sont amateurs de frissons, le film de la semaine est peut-être un peu pour vous. Alors, c'est une histoire qui navigue entre thriller psychosexuel et film d'horreur. Alors là, ça peut attirer certaines personnes. De quoi il s'agit? De suivre Holly, qui est une femme qui a vécu un véritable traumatisme quand elle était enfant, puisqu'elle a assisté au meurtre de sa sœur et de son père par sa mère. Et quand elle rencontre le gourou d'une secte un peu particulière, le passé va ressurgir et alors là, sa vie va basculer dans le cauchemar. Housewife est le second film d'un réalisateur turc, Can Evrol, qui s'était illustré
dans le même genre, avec un film qui s'intitulait Baskin. Je ne sais pas si les deux critiques que vous êtes l'avaient vu. Non, il avait circulé un peu partout en Europe. C'est évident que Evernol aime le cinéma comme vous. Et il n'hésite pas à faire ses citations autour de l'image, autour de la lumière. Et on sent bien qu'il puise son influence dans le cinéma d'horreur des années 60 et 70, et notamment, alors là, deux auteurs que je vais citer que vous aimez, Mario Bava et Dario Argento. Un cinéma qui mêlait le sexe, le fantasme, le jeu de massacre. Et ce genre-là, c'est un genre du cinéma qui est un peu disparu. On l'intitulait le giallo. Et ben voilà, c'est un peu ça, c'est un peu cette inspiration qu'on retrouve dans Housewife. Merci beaucoup Stéphane, merci à tous. L'actualité de la semaine, les rendez-vous à ne pas manquer. Alex Simard, c'est tout de tout cela et il nous le raconte à sa façon. Il m'a piqué mon coffret Bergman. Non, il est venu à moi. Ça va pas la tête. Alex Simard nous raconte ça dans la story de la semaine. Le temps que notre invité Wanouri Kayou nous rejoigne en plateau, mais on la découvre, cette story de la semaine. Et merci à nos invités. Nous, ce qu'on propose, Surf et Skate, il n'y en a que 3 dans le monde. Et c'est vrai que les films, pour le coup, inspirés par le skateboard, ils sont beaucoup moins montrés. Il y a beaucoup moins de festivals qui proposent ce genre de films. C'est beaucoup plus rare. Là, il y a quand même des films assez contrastés les uns les autres. C'est la signature de ce festival. Le surf, pour moi, c'est la liberté. Et le skate, pour moi, c'est le danger. On en ressort sans vraiment savoir quoi penser, en fait. C'est ça qui est intéressant. Genre, non, mais pas penser positivement ou négativement, mais même savoir où ça a voulu nous emmener. C'est un peu comme une vague, j'imagine. C'est un peu l'inconnu, tu sais jamais où la vague t'emmène. C'est un peu je pense au nom de tout le monde, on est content que vous soyez là et que vous soyez nombreux aussi, c'est cool. Elle est extrêmement naturelle et très agréable, très premier degré. Et c'était un travail qui était énormément basé sur une forme de lâcher-prise et sur l'intensité des émotions. Intensité, quoi. Il y a quelque chose d'hyper fort, d'hyper concentré dans Adèle. Intelligente. Très intelligente. Ce qui est magnifique dans ce film, c'est qu'il n'est pas manichéen, il n'est pas binaire, il montre la complexité des situations. Et il nous renvoie à des choses qui sont essentielles, mais nous, évidemment, en tant que citoyennes et citoyens, mais nos responsables politiques également. Pendant 3 ans, on a simplement essayé de faire en sorte que l'État respecte la loi, ce qui fait pas. Donc, c'est pas un film militant, c'est un film politique, dans le sens où l'action qu'on a faite, c'est une action politique. Si ça peut réveiller un petit peu les consciences et réveiller un petit peu le nerf de l'action, eh ben, c'est une bonne chose. Pour Michel Toesca, le réalisateur, c'est son bébé, c'est une œuvre cinématographique. Moi, c'est un outil. Enfin, un couloir juridique pour que ces personnes puissent accéder à leurs droits sans être obligées de rentrer dans la clandestinité une fois avoir passé la frontière, qu'elles puissent se déclarer et de rentrer avec dignité. Voilà, et c'est vraiment une notion de dignité. Une histoire d'amour entre adolescents, éveil des sensibilités, sensualité naissante, délicatesse, timidité. Une histoire d'amour entre adolescents. La même beauté, les mêmes maladresses, la même sensation que le monde soudain se résume à l'autre. Sauf que cette histoire se déroule dans une cité de Nairobi, au Kenya, où aujourd'hui encore l'homosexualité est considérée comme une anormalité. Le film s'appelle Rafiki. Il faisait partie de la sélection Un certain regard à Cannes. C'était l'un des coups de cœur de vendredi 14h. Nous vous en avons déjà parlé dans cette émission. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir sa réalisatrice, Wanouri Kayou. Hello. Hello. Welcome here. Thank you. Very pleased to have you today with us. So glad to be here. So glad for us. We are very glad to have you. Alors, on revoit ensemble la bande-annonce du film et on en parle ensuite avec la réalisatrice. I don't want to be like them. Just staying at home and doing typical Kenyan stuff. Let's make a pact. We will never be like any of them down there. Shake it down like we tell you, Hey, if you really know it and you really wanna show it, be the way to go. Go and grab somebody, move your body, show somebody, be the way to go. On this side. Does it
and she just looked like a proper woman. Very sexy. All we need is a nice, rich doctor. You can't do it here. So you want to tell me that whole church was watching me and what I was doing? Just be you. As the sun rises upon the Kwani ulikuwa utu siku mzima? Wachali nani? Stay away from Ziki. I want us to go on a real date. wazazi wenu wanajua. What, like you can't mind your own business. You stay away from my family. Ee Mungu, kuwa Mungu. Tukikuomba Bwana wa rehema. Tuomba mkomboe Bravo. Un grand film qu'on a beaucoup aimé à vendredi 14h. Wanouri Kayou, avant qu'on parle de l'aspect politique de la sortie du film, du fait qu'il est interdit au Kenya et des messages qu'il porte, Rafiki, c'est avant tout, et par-dessus tout, une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour et de conquête de la liberté d'être soi, finalement. Absolutely. Rafiki is a love story, first and foremost. And we're so excited to be able to just celebrate young love, because so often we don't get stories of young love from the continent. Mm-hmm. And it was incredibly important to us to tell a love story from Kenya, so that we can show that we fall in love just like anybody else around the world. Mm. Vous vouliez montrer le vrai Nairobi, mais pas seulement le Nairobi qu'on voit d'habitude, très pauvre, très miséreux, où les gens ont des conditions de vie très difficiles. Vous vouliez montrer le quotidien des habitants de Nairobi. So it's important for us to create fun, fierce, and frivolous images of Africa, because we don't see Africa as a place of joy and a place of fun and a place full of colors as often. And it's incredibly important to us to show ourselves as people in joy and people in celebration and people who are continuously in the pursuit of happiness, but also so that we can communicate our joy, but also so that others can understand where we come from, that we're not just one thing. And the images that we see of poverty are not all that make up Africa. Mm-hmm. There's so much more to it, and there's definitely so much more to Kenya, and it was important for me to show a very sympathetic, loving gaze on Nairobi. Il y a quelque chose qui, en tout cas, est très emblématique d'une façon de fonctionner de plusieurs pays d'Afrique, c'est la solidarité, le fait que tout le monde s'occupe de tout le monde, mais ça veut dire aussi que tout le monde connaît la vie de tout le monde et qu'on n'a plus droit à une vie privée souvent. Well, the community is very close-knit, and it feels like everybody's always listening in on everybody's conversations. So they feels like there's no privacy almost in their relationship, because they're always being listened to. So they have to find ways to create spaces where they can be themselves and they can share their love. But yes, the community is very loving and very tight-knit. The families, which is exactly what happens when same-sex couples are beginning love. The first concern is family. So we wanted to make sure that the community and the family is well represented in the film. Alors on parlait du fait que c'est une histoire d'amour entre deux jeunes, comme il peut y en avoir dans le monde entier. Et dans le monde entier, c'est difficile pour des jeunes homosexuels de vivre leur amour et de vivre leur sexualité au grand jour. C'est encore plus difficile à Nairobi aujourd'hui. Well, yeah, it's difficult, but we believe things are changing. There's a current case that's in court that is trying to challenge homosexual laws. And we're so excited that India just repealed its homosexual laws. Mm-hmm. And we're really hoping that even the same colonial laws that are still on the papers in Kenya would also change. So I feel the winds of change, for sure. Alors justement, votre film a été sélectionné à Cannes. C'est la première fois qu'un film kényan a été sélectionné à Cannes. Et même s'il n'a pas remporté de récompense, c'était déjà pour vous une forme d'accomplissement. Yes, it was definitely very, very warmly accepted, and we were so proud to be in Cannes. And it was incredibly important for us not to show Kenya in a feminine light and be the first film from Kenya
in the festival. But also to have young African women on the red carpet was incredibly important to us because I think this is the time that we can say that we have a voice and we have stories and we have a place in world cinema, and there's no better place to celebrate that than in Cannes. Mais ça, le gouvernement kényan ne veut pas l'entendre manifestement parce qu'il a interdit votre film au Kenya. Well, they banned the film, and the reason they banned the film is because they felt that the end of the film was too hopeful. They wanted it to be more remorseful at the end. And when I refused to change the ending for it to become more remorseful, then they decided to ban it, which is a shame because we believe that Kenya is a cosmopolitan, modern city, and we're able to grasp and have conversations about these topics. But when you ban something, you refuse the conversation and you refuse people's right to even choose what they want to watch, especially when we have a constitution that allows us freedom of expression. It's incredibly upsetting that the Kenya Film Classification Board is not aligned with our constitution that allows us freedom of expression. Et vous avez intenté une action en justice contre cette décision. Est-ce que vous espérez qu'elle soit annulée, cette décision d'interdiction du film? Absolutely. And more than the film being, the ban on the film being lifted, it's incredibly important to fight for freedom of expression and freedom of creativity, because not only does it intimidate me as an artist, but the generations of other artists that come after me who want to approach harder conversations that are not being spoken about, that want to talk about things that they are going through that are not being spoken about. So the bigger fight for us is being able to push the Kenya Film Classification Board to work within the laws and the constitution that were made rather than using old colonial laws to ban and restrict viewership of films. You're optimistic? I am very optimistic that it's going to change. Eh bien, écoutez, on va être optimiste avec vous. En tout cas, merci pour ce très beau film. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à notre interview. Rafiki, à voir sur vos écrans, donc est hautement recommandé par Vendredi 14h. C'est fini pour aujourd'hui. Vendredi 14h, à voir toute la semaine sur notre plateforme cinéma.com. On se retrouve vendredi prochain pour une toute nouvelle émission. D'ici là, bon film au pluriel. Merci, à bientôt.